lors d'une tempête, mes parents ont évacué tout le monde, me laissant seule avec les animaux après avoir scotché ma fenêtre et coupé l'électricité. Face au vent violent, j'ai juste souri. Le lendemain, mon téléphone a explosé de leurs appels paniqués. Papa me suppliait d'arrêter, maman reconnaissait leur tort et implorait mon pardon. Je m'appelle Manon Dubois et j'avais 17 ans la nuit où ma famille a décidé que la maison valait plus la peine d'être sauvée que moi. Les alertes tempête hurlaient sur tous les téléphones du comté depuis 2 jours. Force 4, évacuation obligatoire. Les gens scotchaient leurs fenêtres, rentraient leurs chaises de jardin, fourraient des vêtements dans des sacs poubelles et partaient avant que les ponts ne soient fermés. Je pensais que je partais aussi. J'avais déjà mis mes baskets près de la porte et préparé de la nourriture pour les 2 chiens et le vieux chat gris qui dormait sous mon lit. Puis ma mère a regardé les animaux, a regardé les voitures chargées et a dit que quelqu'un devait rester car les hôtels n'acceptaient pas les animaux et que les voleurs aimaient les maisons vides après les tempêtes. J'ai ri parce que je pensais qu'elle plaisantait. Personne n'a ri en retour. Mon père a apporté du contreplaqué à la fenêtre de ma chambre et l'a cloué de l'extérieur. Quand je lui ai demandé pourquoi il barricadait ma chambre après avoir dit à tout le monde de monter en voiture, il a dit que c'était pour que je n'aie pas d'idée une fois que le vent deviendrait fort. Ma mère a pris la dernière voiture. Mon frère a pris la banquette arrière. Ma tante tenait une glacière pleine de collations sur ses genoux. Je me tenais sur le porche avec 3 animaux terrifiés derrière moi pendant que mon père coupait le disjoncteur principal avant de partir. Toute la maison est devenue noire avant même l'arrivée de la tempête. 6 heures plus tard, mon téléphone est mort. 19 heures plus tard, j'étais toujours assise dans le placard du couloir, avec des serviettes mouillées sous la porte. Un chien tremblait contre mes côtes, le chat griffait mon sweat à capuche, et quelque chose de lourd frappait le toit si fort que je pensais que le plafond allait tomber. Et j'ai souri. Pas parce que j'étais courageuse, pas parce que j'allais bien. J'ai souri parce que pour la première fois de ma vie, j'ai enfin compris exactement ce que j'étais pour eux. Le nom de mon père était Robert Dubois. Et le pire chez lui, ce n'était pas qu'il ait toujours été cruel. C'était qu'il savait exactement quand agir gentiment pour que les autres ne croient jamais ce qui s'était passé à l'intérieur de notre maison. Il a travaillé pour le service d'entretien de la ville pendant près de 20 ans, ce qui signifiait qu'il comprenait les alertes tempêtes mieux que la plupart des gens. Il savait ce qu'un ouragan de force 4 pouvait faire à un toit, une fenêtre, une ligne électrique, un adolescent piégé à l'intérieur d'une maison sombre. Ma mère, Isabelle Dubois, travaillait à l'accueil d'une école primaire et faisait du bénévolat à l'église tous les jours de Thanksgiving. Les gens la disaient patiente, généreuse et altruiste. Ils disaient qu'elle avait un don pour faire en sorte que les enfants se sentent en sécurité. Je me demandais si j'étais la seule enfant à qui ce don n'avait jamais atteint. Mon frère, Thomas, avait 2 ans de moins que moi, mais d'une manière ou d'une autre, il avait toujours été traité comme l'enfant que mes parents attendaient. J'étais l'accident qu'ils ont eu trop jeune. Il était la seconde chance qu'ils étaient fiers de montrer. Quand Thomas a eu un B en maths, ma mère a épinglé le bulletin sur le réfrigérateur et a dit qu'il faisait de son mieux. Quand j'ai eu d'excellentes notes, mon père levait à peine les yeux de son café et disait « C'est ce que tu es censé faire ». Thomas a eu des chaussures neuves avant la rentrée. J'ai eu son vieux sac à dos quand il a décidé que la fermeture éclair était agaçante. Thomas a eu un camion d'occasion quand il a eu 16 ans parce que, selon mon père, un garçon avait besoin d'indépendance. J'ai marché 3 kilomètres pour rentrer de l'école parce que, selon le même homme, la marche développait la discipline. Ma tante Martine a emménagé chez nous quand j'avais 14 ans après ce qu'elle a appelé une mauvaise passe. Cette mauvaise passe a duré des années. Elle n'a jamais payé de loyer, n'a jamais acheté d'épicerie, et pourtant elle avait toujours des opinions sur la façon dont j'étais égoïste. Elle appelait Thomas, mon chéri, et moi, dramatique. Elle disait à ma mère que j'avais un visage difficile, comme si j'accusais toujours quelqu'un de quelque chose. Peut-être que je l'étais. Peut-être qu'à ce moment-là, je pouvais sentir la vérité assise dans chaque pièce avec nous, silencieuse et laide. La seule personne qui m'ait jamais fait sentir désirée était ma grand-mère, Mamie Jeanne Leclerc. Elle habitait à environ 15 minutes, dans une vieille maison bleue avec des volets blancs et une balançoire sur le porche qui grinçait à chaque fois que le vent venait de la mer. Mamie Jeanne était celle qui venait à mes pièces de théâtre à l'école, même quand je n'avais qu'une ligne.
C'était elle qui m'avait appris à conduire sur un parking d'église vide. C'était elle qui gardait mes collations préférées dans son garde-manger parce qu'elle avait remarqué que ma mère n'achetait que ce que Thomas aimait. Quand j'étais petite, je pensais que mamie était juste extra affectueuse. Quand j'ai grandi, j'ai compris qu'elle comblait un vide que mes parents avaient laissé exprès. Elle n'a jamais dit que mes parents me détestaient. Elle était trop prudente pour ça. Mais une fois, quand j'avais 15 ans, elle a vu ma mère oublier mon dîner d'anniversaire parce que Thomas avait un match de baseball. Et mamie m'a regardé par-dessus la table de la cuisine et a dit, « Bébé, ne supplie jamais les gens de te voir quand ils se sont entraînés à détourner le regard. » Je n'ai pas compris à quel point cette phrase deviendrait importante jusqu'à la tempête, car la nuit où ils m'ont laissé seule avec les animaux n'était pas un changement choquant de qui ils étaient. Ce n'était pas une bonne famille prenant une mauvaise décision sous pression. C'était la chose la plus honnête qu'ils aient jamais faite. Ils avaient passé toute ma vie à me montrer que mon confort venait en dernier, ma peur venait en dernier, ma sécurité venait en dernier. L'ouragan ne leur a donné qu'une chance de le prouver quand personne ne regardait. Et quand ils sont revenus après 19 heures, trempés du parking de l'hôtel et irrités que la circulation ait été mauvaise. Ma mère ne s'est pas précipitée vers moi. Elle m'a dépassée et m'a demandé si les chiens avaient abîmé les sols. Mon père a vérifié les fenêtres avant de vérifier mon visage. Thomas s'est plaint que le petit déjeuner de l'hôtel avait été terrible. Tante Martine a dit qu'elle avait à peine dormi parce que les oreillers étaient trop durs. Je me tenais dans le couloir, mon sweat à capuche toujours griffé par les griffes du chat, et je leur ai dit que je pensais que j'allais mourir. Ma mère a soupiré comme si je l'avais embarrassée. Manon, arrête d'être dramatique. La maison est toujours debout. Mon père a dit, tu étais assez grande pour gérer ça. Thomas a souri et a dit, honnêtement, je serais reconnaissant qu'il t'ait fait confiance. Tante Martine a ajouté, certaines filles de ton âge aimeraient ce genre de responsabilité. Ce fut le moment où j'ai arrêté d'essayer de leur faire comprendre. J'avais survécu à un ouragan. Mais d'une manière ou d'une autre, le calme après leur retour à la maison était plus froid que la tempête. Pendant l'année suivante, je suis devenue très douée pour disparaître tout en vivant sous leur toit. J'ai arrêté de dire à ma mère quand quelque chose faisait mal. J'ai arrêté de demander à mon père de me déposer. J'ai arrêté de réagir quand Thomas faisait des blagues sur moi étant le fantôme de la famille. J'ai appris que le silence pouvait être un bouclier si on le portait assez longtemps. À l'école, les gens pensaient que j'étais concentrée. Les professeurs me disaient mature. Les conseillers d'orientation disaient que j'avais un fort sens de l'orientation. Ils ne savaient pas que l'orientation n'était qu'un autre mot pour fuir. Chaque formulaire de bourse que je remplissais me semblait une petite porte qui s'ouvrait. Chaque site web universitaire que je visitais en secret me semblait être de l'oxygène. J'ai choisi des universités suffisamment éloignées pour que personne ne puisse me demander de rentrer dîner, mais assez proches pour que mamie Jeanne puisse encore venir si elle le voulait. Je n'en ai parlé à personne, sauf à elle. Quand j'ai finalement admis que je postulais dans des universités hors de la ville, mamie n'a pas pleuré ni essayé de me dissuader. Elle a fait du thé, a mis une assiette de biscuits au beurre entre nous et a demandé, « De combien d'argent as-tu besoin pour être libre ?» J'ai failli fondre en larmes à ce moment-là. Pas parce que j'étais triste, mais parce que personne ne m'avait jamais posé cette question auparavant. Mes parents parlaient d'argent comme si j'étais un coût. Mamie en parlait comme si c'était un outil. J'ai obtenu une bourse complète pour une université à Rennes et j'ai choisi un programme lié à la planification des catastrophes, à la conformité des assurances et au risque de propriété côtière. Les gens demandaient pourquoi une jeune fille de mon âge voulait étudier les codes d'ouragan, les règles d'évacuation et les rapports d'assurance. Je leur disais que les tempêtes m'intéressaient. C'était plus facile que de dire que je voulais comprendre tous les systèmes qui m'avaient fait défaut. Je voulais savoir ce que les gens étaient légalement tenus de faire, moralement tenus de faire, et ce qui se passait quand ils ignoraient les deux. Le lendemain de ma remise de diplôme, j'ai emballé une valise et un sac de sport. Ma mère se tenait dans la cuisine, parcourant son téléphone pendant que je portais mes affaires à la voiture de mamie. Elle m'a demandé si j'étais sûre de ne pas faire de scène. Mon père m'a demandé quand je reviendrais pour aider à nettoyer le garage. Thomas m'a dit de ne pas faire trop la prétentieuse juste parce que j'allais à l'université.
Tante Martine a dit que les filles à l'université revenaient toujours avec des attitudes. Mamie attendait dehors, moteur tournant, avec une boîte de sandwich sur le siège passager. Je me souviens avoir regardé la maison avant de monter en voiture. Pas avec tristesse, mais avec ce calme étrange et vide. Certaines personnes quittent leur foyer et ont l'impression de perdre une partie d'elles-mêmes. J'avais l'impression de laisser derrière moi un costume qui ne m'avait jamais convenu. L'université ne m'a pas guéri du jour au lendemain. La liberté n'est pas magique. La première fois qu'une colocataire m'a demandé où était ma famille pendant le week-end des parents, j'ai menti et j'ai dit qu'ils étaient occupés. La première fois qu'un orage a coupé l'électricité dans mon dortoir, je me suis assise par terre dans la salle de bain pendant 20 minutes avant de pouvoir me lever. Mais lentement, j'ai construit une vie qui ne nécessitait pas leur approbation. J'ai étudié plus dur que quiconque autour de moi parce que je savais exactement de quoi je fuyais. J'ai travaillé à temps partiel au bureau du logement du campus, puis j'ai fait un stage dans une compagnie d'assurance côtière, puis j'ai passé mes étés à examiner les rapports de dommages causés par les tempêtes pour les propriétés le long de la côte. J'ai appris comment les maisons cédaient, comment les réclamations étaient refusées, comment les plans d'évacuation étaient rédigés, et à quel point il était facile de mentir quand l'argent était impliqué. Chaque compétence que j'ai acquise est devenue une autre serrure sur la porte entre moi et ma famille. Mes parents appelaient rarement. Quand ils le faisaient, c'était parce qu'ils voulaient quelque chose d'assez petit pour faire semblant que ce n'était pas une faveur. Pouvais-je expliquer un formulaire d'assurance? Pouvais-je examiner une lettre de la ville? Pouvais-je envoyer de l'argent à Thomas parce qu'il s'était mis dans le pétrin avec un paiement de voiture? J'ai généralement dit non. Mamie Jeanne appelait tous les dimanches soirs. Elle me demandait des nouvelles de mes cours, de mes amis, de ce que je mangeais, si j'avais ri cette semaine-là. Elle venait 2 fois par an et apportait des tartes aux poires faites maison dans une boîte en fer blanc. Lors d'une de ces visites, quand j'avais 22 ans, elle s'est assise dans mon minuscule appartement et m'a dit la vérité sur la maison. Mes parents vivaient sur sa propriété depuis des années, payant presque rien. La vieille maison côtière était à elle, pas à eux. Ils avaient emménagé quand j'étais petite parce qu'ils disaient avoir besoin d'aide pour se lancer. Puis ils ne sont jamais partis. Ils la traitaient comme un héritage qu'ils avaient déjà reçu. Mamie payait les impôts quand ils étaient en retard. Mamie couvrait les réparations quand ils les ignoraient. Mamie continuait de donner parce qu'elle pensait que peut-être s'ils avaient de la stabilité, ils deviendraient de meilleurs parents. Sa voix a changé quand elle a dit cela. Elle est devenue plus petite. J'avais tort à leur sujet, Manon. Je lui ai dit de ne pas se blâmer. Elle m'a serré la main et a dit, je ne me blâme pas d'aimer ma fille. Je me blâme d'espérer que l'amour la rendrait plus gentille. Puis elle m'a dit quelque chose qui m'a tordu l'estomac. Elle avait changé son testament. La maison irait à moi. J'ai dit à mamie Jeanne de ne pas le faire. C'était ma première réaction, non pas parce que je ne voulais pas de la maison, mais parce que je savais exactement ce qui allait se passer. Ma mère dirait, j'ai manipulé une vieille femme. Mon père dirait, j'ai volé la famille. Thomas parlerait d'équité comme si l'équité avait jamais vécu dans notre maison. Tante Martine m'appellerait gourmande depuis une chambre pour laquelle elle n'avait jamais payé. Mamie a écouté tout cela et a hoché la tête comme si elle s'attendait déjà à chaque mot. Puis elle a dit, cette maison a protégé des gens qui ne t'ont jamais protégé. Quand je ne serai plus là, je veux qu'elle te protège. Je n'ai pas eu de réponse à cela. 3 ans plus tard, mamie est décédée dans son sommeil après avoir fait du café et nourri les oiseaux sur son porche. Ce détail m'a presque brisé. Elle avait quitté ce monde comme elle y avait vécu, prenant soin silencieusement de quelque chose de plus petit qu'elle. Je suis revenue pour les funérailles et j'ai gardé mes distances avec ma famille. Ma mère a pleuré bruyamment à la cérémonie, s'appuyant sur les bras des gens, acceptant le réconfort comme si elle avait été la fille dévouée de mamie tous les jours de sa vie. Mon père se tenait raide à côté d'elle, jouant le rôle du beau-fils en deuil. Thomas portait un costume sombre et avait l'air ennuyé jusqu'à ce que quelqu'un mentionne la maison. Tante Martine a murmuré trop fort que mamie avait toujours été étrange à mon sujet. Je n'ai pas répondu. J'avais appris que le silence rendait les gens nerveux quand ils s'attendaient à ce que je supplie. Le testament a été lu 2 semaines plus tard.
Je n'étais pas dans la pièce avec eux. Mon avocat m'a appelé après, et 10 minutes plus tard, mon téléphone a commencé à sonner. Ma mère a appelé 11 fois avant de laisser un message vocal qui commençait par une fausse confusion et se terminait par une vraie rage. Mon père a envoyé un SMS, « Appelle-moi maintenant ». Thomas a envoyé un long message disant que mamie n'aurait jamais voulu diviser la famille, comme si la famille n'avait pas été divisée depuis le jour de ma naissance. Tante Martine a dit que j'avais empoisonné une personne âgée contre son propre sang. J'ai tout lu, puis j'ai posé mon téléphone face cachée et je suis retournée au travail. Ce fut la première fois que j'ai compris que le pouvoir n'avait pas besoin d'être bruyant. Pendant des années, ils avaient contrôlé chaque histoire, chaque pièce, chaque règle. Maintenant, un morceau de papier avec la signature de mamie avait changé les serrures de tout cela. J'aurais pu les expulser immédiatement, mais je ne l'ai pas fait. Cela aurait rendu l'histoire trop facile pour eux. Ils auraient pleuré dans toute la ville que j'avais jeté des parents en deuil après des funérailles. Alors, j'ai fait ce que ma carrière m'avait appris à faire. J'ai utilisé la structure. J'ai utilisé la documentation. J'ai utilisé des termes qu'ils ne pouvaient pas tordre sans s'exposer. J'ai envoyé un contrat de location formel au prix du marché avec des règles claires concernant l'occupation, l'entretien de la propriété, les dates limites de paiement et les droits d'ingérence dans la vente ou l'inspection. Seuls mes parents étaient des locataires approuvés. Tante Martine n'était pas mentionnée. Thomas n'était pas mentionné. Pas de clients de longue durée sans autorisation écrite. Ma mère a appelé ça humiliant. Mon père a appelé ça irrespectueux. Thomas a dit que faire signer un bail à ses parents était dégoûtant. Tante Martine a dit que mamie aurait honte. Je leur ai dit qu'ils avaient 30 jours pour signer ou partir. Ils ont signé le 28e jour. Je me souviens encore avoir regardé leur signature quand la copie m'est revenue. Robert Dubois, Isabelle Dubois, les deux personnes qui m'avaient autrefois laissé dans le noir avaient maintenant besoin de ma permission pour continuer à dormir sous ce toit. Pendant 3 ans, j'ai gardé tout professionnel. Je ne les ai pas insultés. Je ne suis pas allée pour les vacances. Je n'ai pas répondu aux SMS émotionnels. Le loyer était dû le 1er. Les frais de retard s'appliquaient après le 5. Les demandes de maintenance devaient être soumises par écrit. Ma mère détestait le plus ça. Elle voulait des appels téléphoniques où elle pouvait pleurer, accuser et réécrire l'histoire en temps réel. Je lui ai donné des fils de mai. Mon père voulait m'intimider par le silence et des ordres courts. Je lui ai donné des documents numérisés. Ils ont lentement appris que la version de moi qu'ils avaient élevée pour qu'elle soit silencieuse était devenue quelqu'un qui gardait des dossiers. Puis, au cours de la 3e année, les paiements ont commencé à arriver en retard. D'abord de 3 jours, puis de 2 semaines, puis un mois a été complètement manquant. À peu près au même moment, Thomas est redevenu soudainement amical. Il m'a envoyé un SMS pour demander comment j'allais. Il a envoyé une photo de sa nouvelle carte de visite d'une agence immobilière et a dit « Peut-être que nous devrions nous rattraper en tant qu'adultes ». J'ai immédiatement su que quelque chose n'allait pas. Thomas ne m'avait jamais tendu la main, sauf si quelqu'un derrière lui voulait que j'ouvre la mienne. La gentillesse de Thomas a duré exactement 4 messages avant que la vraie raison ne transparaisse. Il a dit que la santé de papa était difficile. Il a dit que maman était stressée. Il a dit que la maison était trop pour eux, mais que déménager à leur âge serait dévastateur. Il a dit qu'il avait pensé, en tant que professionnel de l'immobilier, qu'il y avait peut-être une solution qui convenait à tout le monde. Chaque fois que quelqu'un dans ma famille disait « tout le monde », il voulait dire eux. Je l'ai laissé continuer à parler. Il m'a dit que mes parents avaient réuni environ 55 000 € en vidant leurs économies, en empruntant à des amis de l'église, en vendant le bateau de pêche de mon père et en faisant pression sur Thomas pour qu'il contribue. Il voulait offrir cela comme acompte pour acheter la maison à un prix qu'il a appelé « prix de famille ». La propriété valait plusieurs fois cela. Le terrain seul était devenu précieux parce que les locations côtières à court terme avaient explosé dans cette partie des Côtes d'Armor. J'ai demandé à Thomas ce qu'il entendait par « prix de famille ». Il a dit que cela signifiait ne pas traiter ceux qui m'ont élevé comme des étrangers. J'ai failli rire. M'élever,
était une expression si généreuse pour ce qu'ils avaient fait. Les gens élèvent des enfants en les protégeant. Mes parents m'avaient stocké dans la maison comme du mobilier de tempête. 6 jours plus tard, j'ai conduit jusqu'à la côte avec un dossier sur le siège passager, et sans plus d'émotion pour la nostalgie. La maison avait l'air pire que ce que j'attendais. La peinture bleue de mamie s'était délavée en un gris fatigué. Une balustrade du porche penchait vers l'extérieur. Les volets étaient rouillés aux charnières. Les parterres de fleurs que mamie aimait tant étaient devenus des mauvaises herbes et des bordures de pierres fissurées. Ils avaient vécu dans une maison qu'ils prétendaient chérir et l'avaient traitée de la même manière qu'ils m'avaient traitée, utile jusqu'à ce qu'elle nécessite des soins. Ma mère a ouvert la porte avant que je ne frappe. Elle a souri trop vivement et a dit que j'avais l'air maigre. Mon père était assis dans le fauteuil du salon, plus âgé que je ne me souvenais, mais portant toujours cette expression dure quand il voulait faire savoir à tout le monde qu'il était déçu. Thomas n'était pas censé être là, mais son camion était garé un peu plus loin dans la rue. Je l'ai remarqué avant même qu'il ne commence à parler. Ma mère a offert du café. Mon père a dit qu'il fallait être pragmatique. Je suis restée debout. Ils avaient répété leur discours. Ma mère a parlé de mamie, de l'héritage, de la façon dont la maison devrait rester dans la famille. Mon père a dit que 55 000 € était un sacrifice sérieux. Il a dit que je m'en étais bien sortie et que je n'avais pas besoin d'écraser mes propres parents. Il a dit qu'ils avaient fait des erreurs, mais que tous les parents faisaient des erreurs. Je l'ai laissé parler jusqu'à ce qu'il n'ait plus de mensonges confortables. Puis j'ai demandé, vous vous souvenez de ce que vous avez dit quand vous avez cloué ma fenêtre de chambre avant l'ouragan ? Le visage de ma mère s'est contracté. Mon père a regardé vers le couloir, pas vers moi. Il a dit, nous ne recommencerons pas ça. J'ai dit, c'est moi qui recommence. Ma mère a rétorqué que je m'accrochais trop à cette tempête. Elle a dit que j'étais vivante, que la maison allait bien, et que les filles normales ne punissaient pas leur famille pour toujours à cause d'une mauvaise nuit. C'est alors que j'ai ouvert le dossier. Je leur ai dit que je ne leur vendais pas la maison. Pas pour 55 000, pas pour 500 000. J'avais accepté une offre d'une entreprise de retraite côtière qui prévoyait de rénover la propriété en maison de location agréée et sécurisée pour les tempêtes, avec des ressources d'évacuation acceptant les animaux de compagnie. Ils avaient 60 jours pour quitter les lieux en vertu du bail. Les larmes de ma mère sont venues rapidement, mais je connaissais ces larmes. Ce n'était pas du chagrin. C'était des outils. Elle a demandé comment j'avais pu jeter mes propres parents dehors. La voix de mon père s'est faite grave. Il a dit que mamie aurait été dégoûtée de moi. Je lui ai dit que mamie savait exactement ce qu'elle faisait. C'est alors que Thomas est entré par la porte d'entrée avec son air de pacificateur. Il a dit qu'il était venu parce qu'il espérait que nous pourrions tous en discuter calmement. Je lui ai demandé s'il leur avait parlé de l'offre avant mon arrivée. Son visage m'a donné la réponse avant sa bouche. Il avait collecté des informations pour eux, prétendant se reconnecter tout en rapportant chaque détail aux personnes qui croyaient encore pouvoir me surpasser. Avant que je puisse répondre, j'ai entendu du mouvement à l'étage. Tante Martine est descendue en pantoufles, tenant une tasse, ses cheveux enveloppés dans une serviette. Elle s'est figée quand elle m'a vu tenant mon téléphone. Selon le bail, elle ne devait pas être là. Selon le bail, elle était partie depuis 3 ans. J'ai commencé à enregistrer. Ma mère a dit, n'ose pas. J'ai dit, vous avez vécu dans ma maison, enfreint mon bail, menti à mon visage, et vous pensiez quand même que je venais ici sans préparation. Tante Martine m'a traité de petite fille vindicative. Thomas m'a dit d'arrêter d'envenimer les choses. Mon père a dit que si je faisais cela, je ne serais jamais la bienvenue dans la famille. J'ai regardé les 4 d'entre eux debout dans le salon de mamie et j'ai réalisé qu'ils ne comprenaient toujours pas. Je ne me sentais plus la bienvenue dans cette famille depuis avant la tempête. Je ne perdais pas un endroit. J'en récupérais un. 10 minutes après mon départ, ma main a commencé à trembler sur le parking d'un magasin de bricolage. Pas de regret, mais d'adrénaline. Les gens pensent que la vengeance est brûlante, comme si la colère avait enfin une voix. La mienne était froide, précise, presque silencieuse.
Je me suis assise là jusqu'à ce que ma respiration se calme, puis j'ai vu un message de Monsieur Jonabel, le vieil voisin de mamie. Il me connaissait depuis que j'étais enfant et envoyait toujours une carte de Noël chaque année avec un phare imprimé dessus. Son message disait « Manon, j'ai entendu dire que tu étais en ville. Il y a des choses que tu dois savoir avant la réunion du conseil. » Je l'ai appelé immédiatement. Ce qu'il m'a dit a expliqué pourquoi les gens en ville me regardaient étrangement depuis des années. Mes parents ne s'étaient pas seulement plaints de payer le loyer. Ils avaient construit toute une histoire autour de cela. Selon eux, je les avais menacés de signaler de faux crimes s'ils ne me payaient pas. J'avais manipulé mamie pendant qu'elle était confuse. J'étais instable, gourmande et obsédée par le fait de punir mes parents. Après avoir accepté l'offre de retraite côtière, l'histoire a de nouveau changé. Maintenant, j'essayais de les chasser pour commettre une fraude à l'assurance avec une entreprise de location. Ma mère avait fait du porte-à-porte avec des yeux rouges et une voix d'église, disant aux voisins qu'elle avait peur de ce que je pourrais faire ensuite. Mon père avait laissé entendre qu'il connaissait des gens au conseil des permis de la communauté qui auraient des préoccupations. Thomas utilisait ses nouveaux contacts immobiliers pour poser des questions sur l'acheteur. Tante Martine avait apparemment dit à la moitié du quartier que j'avais quitté la maison parce que j'étais trop égoïste pour faire partie d'une famille. Pendant un moment, j'ai presque admiré leur travail d'équipe. Ils ne m'avaient jamais protégée avec autant d'énergie. J'ai engagé l'avocate Claire Dubois le lendemain matin. Elle était directe, calme et totalement imperturbable face au chaos émotionnel, ce qui m'a immédiatement fait confiance. J'ai apporté tout ce que j'avais, le bail, les relevés de paiement, la vidéo de tante Martine descendant les escaliers en pantoufles, les captures d'écran de Thomas, l'offre acceptée, les messages de mon père qui ont commencé à arriver après ma visite. L'un d'eux disait: tu penses que la paperasse te rend puissante, mais les permis peuvent devenir compliqués quand les bonnes personnes posent des questions. Un autre disait: je connais toujours le fonctionnement de ce comté. Claire a lu celui-ci 2 fois et a dit: bien. Il a mis la menace par écrit. Elle a expliqué que l'occupante non autorisée à elle seule suffisait à résilier le bail plus rapidement que les 60 jours standards. Leur tentative d'ingérence dans le processus de vente et de permis créait un autre problème sérieux. La diffamation serait plus difficile à prouver sans montrer les dommages, mais nous n'avions pas besoin de poursuivre chaque mensonge. Nous n'avions besoin que du chemin le plus propre pour les faire partir et protéger la vente. C'est devenu le plan. Un avis formel de 30 jours a été envoyé, citant des violations du bail, une occupation non autorisée et une interférence avec les intérêts commerciaux légaux du propriétaire. Ma mère a appelé 16 fois ce jour-là. Je n'ai pas répondu. Elle a envoyé un SMS disant que j'étais sans cœur, que je tuais mon père de stress, que mamie ne me pardonnerait jamais, que le pardon était ce que faisaient les gens décents. J'ai répondu une fois. Laisser un enfant seul dans un ouragan de force 4 n'était pas une erreur. C'était un choix. Mentir à propos de cet enfant pendant 9 ans était aussi un choix. 30 jours, c'est plus de miséricorde que vous ne m'en avez donné. Mon père n'a pas envoyé de culpabilité. Il a envoyé des menaces. Thomas s'est présenté à mon appartement 2 jours plus tard sans prévenir. Il était presque 20 heures. J'ai ouvert la porte mais je ne l'ai pas laissé entrer avant qu'il ne dise qu'il voulait parler sans eux. La curiosité n'est pas le pardon, mais parfois elle est utile. Il s'est assis sur mon canapé comme s'il entrait dans une négociation et m'a dit qu'il comprenait pourquoi j'étais en colère. C'était le premier mensonge. Puis il a dit que nos parents avaient pris une terrible décision pendant la tempête, mais que les détruire maintenant ne la changerait pas. Il a dit qu'ils étaient plus âgés, effrayés et financièrement piégés. Il a dit qu'ils avaient besoin d'un processus d'excuses, pas d'humiliation publique. Je lui ai demandé ce qu'il pensait qu'une excuse réparerait. Il a dit que cela pourrait m'apporter la paix. Je lui ai dit que la paix n'était pas la même chose que de laisser les gens garder tout ce qu'ils avaient volé. Thomas s'est penché en avant et a dit: tu deviens pire qu'eux. Cette phrase était censée me blesser. Elle ne l'a pas fait. J'ai dit qu'ils avaient agi contre un enfant qui n'avait aucun pouvoir. J'agis contre des adultes qui ont eu 9 ans pour dire la vérité et ont choisi des mensonges à la place. Ce n'est pas la même chose. Il a dit que la vengeance me laisserait seule.
Je lui ai dit que j'avais été seule dans cette famille toute ma vie. La différence maintenant, c'est que je n'étais plus impuissante. Il est parti en colère, ce qui signifiait qu'il avait échoué. Le lendemain, Monsieur Jonah m'a envoyé des photos de prospectus distribués avant la réunion du conseil. Ma mère avait écrit que le quartier devait arrêter un projet de location dangereux mené par un propriétaire peu scrupuleux. Un propriétaire peu scrupuleux. Cette phrase est restée avec moi toute la nuit. Il m'avait laissé dans une tempête, coupé l'électricité, cloué ma fenêtre, menti aux voisins, violé mon bail, et menacé ma vente. Mais j'étais peu scrupuleuse parce que j'avais enfin des preuves. La réunion du conseil avait lieu 6 jours plus tard. Il apportait des rumeurs. J'apportais des preuves. La réunion du conseil communautaire s'est tenue dans un bâtiment bas en briques à côté de la bibliothèque, le genre d'endroit où chaque chaise grinçait et où tout le monde savait quelle famille vivait en ville depuis le plus longtemps. Mes parents comptaient le dessus. Ils pensaient que l'histoire les protégerait. Ils pensaient que les gens verraient ma mère pleurer, mon père avoir l'air fatigué et Thomas assis les mains jointes comme le fils raisonnable, et qu'ils décideraient que j'étais le problème avant même que je n'ouvre la bouche. La Coastal Retreat Company a présenté en premier. Leur plan était propre, légal et meilleur pour la propriété que tout ce que mes parents avaient fait depuis des années. Ils restaureraient la maison de mamie au lieu de la démolir. Ils ajouteraient des fenêtres résistantes aux tempêtes, des kits d'évacuation pour animaux de compagnie, un éclairage d'urgence et des plans clairs de sécurité pour les clients. Ils avaient les permis, les inspections et les assurances en place. Puis les commentaires publics ont commencé. Ma mère s'est levée la première. Elle portait un gilet bleu doux et l'expression blessée qu'elle utilisait chaque fois qu'elle voulait que des étrangers adoptent sa version des événements. Elle a dit: j'avais changé après avoir quitté la maison. Elle a dit que j'étais devenue obsédée par l'argent. Elle a dit que je forçais mes parents âgés à quitter une maison familiale pour le profit. Elle a dit qu'elle craignait que je ne sois impliquée dans une fraude à l'assurance et que le conseil avait le devoir de protéger le quartier. Mon père est resté immobile, mâchoire serrée. Thomas fixait la table. Tante Martine hochait la tête comme un juge. J'ai laissé ma mère finir chaque mot. Puis je me suis levée et je me suis présentée comme la propriétaire légale de la propriété. J'ai gardé la voix calme car la vérité n'a pas besoin de crier quand elle a des documents. J'ai montré le bail en premier. J'ai expliqué que mes parents étaient locataires, pas propriétaires. J'ai montré la clause d'occupation et la vidéo de tante Martine descendant du 2e étage, prouvant qu'elle y vivait sans autorisation. Tante Martine a murmuré quelque chose à voix basse, mais personne n'a ri. Puis j'ai lu le message de mon père concernant les permis qui devenaient compliqués quand les bonnes personnes posaient des questions. Un des membres du conseil l'a regardé directement et lui a demandé s'il avait écrit cela. Mon père a dit que cela avait été sorti de son contexte. J'ai dit: laissez-moi alors fournir le contexte. J'ai sorti le bulletin météorologique de la nuit de l'ouragan Isabelle. Vitesse du vent, alerte d'urgence, avis d'évacuation obligatoire, fermeture de route. J'ai dit à la salle que j'avais 17 ans quand ma famille m'a évacué sans moi. Je leur ai dit que ma mère avait pris la dernière voiture parce que quelqu'un devait garder la maison. Je leur ai dit que mon père avait barricadé ma fenêtre de chambre de l'extérieur et avait dit que c'était pour que je n'ai pas d'idée. Je leur ai dit qu'il avait coupé le disjoncteur principal avant de partir et que j'avais passé 19 heures dans un placard du couloir avec 2 chiens et un chat pendant que le toit tremblait au-dessus de moi. La pièce est devenue si silencieuse que j'ai pu entendre le stylo de quelqu'un s'arrêter de bouger. Un membre du conseil a demandé à mon père si c'était vrai. Mon père a dit que la tempête n'avait pas été aussi grave que les gens le faisaient paraître. Le membre du conseil a demandé s'il avait laissé un enfant mineur dans la maison pendant une évacuation obligatoire. Mon père a dit que j'avais presque 18 ans. Le membre du conseil a demandé s'il avait barricadé ma fenêtre de l'extérieur. Il a dit que c'était pour la protection. J'ai dit: alors pourquoi m'avez-vous dit que c'était pour que je n'ai pas d'idée? Il n'a pas répondu. Ce silence a fait plus de dégâts que n'importe quel discours que j'aurais pu prononcer. Ma mère a commencé à pleurer, mais cette fois la salle ne s'est pas tournée vers elle. Elle s'est détournée. Thomas a regardé le sol. Le visage de tante Martine était devenu pâle.
Le permis a été approuvé à l'unanimité. Après, les gens qui avaient cru mes parents ont évité leur regard. Monsieur Jonah m'a serré dans ses bras dehors et a dit que mamie aurait été fière. Je n'ai pas pleuré avant de retourner à ma voiture, non pas parce que j'avais pitié d'eux, mais parce que pour la première fois, la vérité s'était tenue dans une pièce pleine de gens et avait survécu. 6 jours plus tard, la date limite de 30 jours est arrivée. Mes parents avaient passé leurs derniers mois à essayer de m'arrêter au lieu de trouver un vrai endroit où vivre. Je suis venue avec l'avocate Claire et un shérif adjoint parce que je savais qu'il ne fallait pas arriver seule. Ma mère se tenait dans l'allée, me suppliant pour 2 semaines supplémentaires. Elle a dit que l'appartement qu'ils avaient trouvé était petit. Elle a dit que la santé de mon père était mauvaise. Elle a dit que je jetais la famille. J'ai dit que 30 jours, c'était plus que ce que vous m'aviez donné cette nuit-là. Mon père est sorti sans me regarder. Tante Martine chargeait des boîtes dans une camionnette empruntée. Thomas a essayé de parler, mais je lui ai dit qu'il n'y avait plus rien pour lui à traduire. Le lendemain matin, mon téléphone a explosé. 53 appels manqués. À 7h30 du matin, mon père a envoyé un SMS, « S'il te plaît, arrête. Ne fais pas ça. » À 9h30, ma mère a écrit, « Nous avons eu tort. S'il te plaît, pardonne-nous. » Thomas a envoyé des paragraphes disant que j'étais allée trop loin. Tante Martine m'a appelée cruelle. Des parents qui m'avaient ignorée pendant des années ont soudainement découvert mon numéro. J'ai envoyé un seul message groupé. Quand j'avais 17 ans, mes parents m'ont laissé seule dans un ouragan de force 4 avec les animaux, ont barricadé ma fenêtre de l'extérieur, ont coupé l'électricité, et sont revenus en me traitant de dramatique. Aucun de vous ne m'a protégée alors. Ne me faites pas la morale maintenant parce qu'ils ont finalement rencontré des conséquences. Personne n'a répondu. La vente a été finalisée quelques semaines plus tard. Mes parents ont emménagé dans un petit appartement à 40 minutes dans les terres. Ma mère a perdu le quartier qui la croyait autrefois. Mon père a perdu l'autorité qu'il utilisait pour effrayer les gens. Thomas a perdu la version de l'histoire où il était le fils modèle qui essayait d'aider. Tante Martine a perdu sa chambre gratuite et son passe-temps préféré, me juger depuis l'intérieur d'une maison qu'elle ne possédait pas. J'ai utilisé une partie de l'argent pour créer un petit fonds d'urgence au nom de Mamie Jeanne, aidant les refuges à stocker du matériel d'évacuation pour animaux de compagnie et aidant les familles avec enfants à trouver un logement sûr pendant les alertes d'ouragan. Cela comptait pour moi car la leçon n'était jamais juste la vengeance. Les enfants ne sont pas des gardiens de propriété. Les animaux ne sont pas des excuses. La famille n'est pas prouvée par le sang, les noms de famille ou qui pleure le plus fort en public. La famille est prouvée par qui te protège quand il est plus facile de te laisser derrière. Certaines personnes diront que j'aurais dû leur pardonner plus tôt. Je pense que le pardon sans responsabilité n'est qu'une permission pour la prochaine cruauté. Je ne leur souhaite pas la mort. Je ne leur souhaite pas de souffrir pour le plaisir de souffrir. Je voulais seulement qu'ils vivent dans les conséquences qu'ils avaient construites pour moi. Il y a an, j'ai souri dans le noir parce que j'ai enfin compris que j'étais seule. Maintenant je souris parce que je ne suis plus piégée là-bas.